Au lieu qu'ils viennent les exploiter, cette fois-ci, on va les vendre et ils vont nous payer. Mes chers amis, recevez une fois de plus mes plus chaleureuses salutations. En avril 2025, vous n'avez sans doute pas pu ignorer ceci. Communiqué du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali. Nous, la jeunesse, nous, le peuple malien, on est sortis devant l'ambassade pour montrer aux autorités algériennes ce qu'ils sont en train de faire au nord et au Sahel. C'est insupportable. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES. Quand vous regardez les mouvements séparatistes au Mali, mais aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'a pas de base arrière. La base arrière de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Personne ne peut le nier. En outre, le Collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical. Après les velléités diplomatiques entre l'Algérie et les États de l'AES, le président nigérien a surpris plus d'un en acceptant de répondre à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Alors cette visite est-elle un acte isolé du Niger ou a-t-elle été réalisée en concertation avec les autres États membres de l'AES? Quelle peut être la position du Mali sur cette question, compte tenu des tensions récentes avec l'Algérie? Quel est l'objectif affiché de cette visite du président nigérien en Algérie? Il y a à peine 2 mois, le ministre nigérien des Affaires étrangères s'était rendu au Maroc. Si nous observons la situation de plus près à travers le prisme de cette visite, nous comprendrons mieux ce qui se passe actuellement dans l'esprit du président nigérien. Il n'y a pas que lui. Le Burkina Faso figure également sur la liste. Suivez. Africa Unite. Honneur, gloire, honneur, dignité, pouvoir, Vive l'Afrique unie et prospère. vive la révolution. Alors mes chers amis, commençons par la dernière question. Quel est l'objectif affiché de cette visite du président nigérien en Algérie? Ce qui m'a le plus marqué durant cette visite, c'est le balai diplomatique que l'on a pu observer du côté d'Alger. Ce n'est pas seulement le président nigérien qui a effectué le déplacement, mais il a fait accompagner d'un parterre impressionnant de personnalités. Il s'agit notamment du ministre de la Défense nigérienne, du ministre de la Santé, du ministre de l'Équipement et des Infrastructures, du ministre des Affaires étrangères, du ministre directeur de cabinet du président de la République et porte-parole du gouvernement, du ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle, du ministre du Pétrole, du ministre de l'Énergie, du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, ainsi que le ministre du Commerce et de l'Industrie. En relation internationale, on ne fait pas une simple visite de courtoisie avec une délégation d'une telle envergure. Disons-le clairement, le président nigérien est allé faire du business. Et l'idée même d'aller faire du business est tout à fait compréhensible. Bien que le Niger soit membre de l'AES et même s'il affiche l'ambition de passer d'une confédération à une fédération dans les années à venir, comme il a lui-même annoncé, c'est-à-dire le président nigérien, Fédération. Dans quelques années à venir, le Niger et les autres pays de l'AES gèrent pour l'instant de manière souveraine leurs ressources et leurs matières premières. Le problème pour certains est plutôt lié au précédent. Les accusations portées contre l'Algérie étaient graves. Alors que s'est-il passé? La première chose à comprendre est que la visite du président nigérien en Algérie ne s'est pas décidée sur un simple coup de tête. En géopolitique, ce genre de déplacement se prépare en amont. Cela signifie qu'un travail diplomatique était engagé depuis longtemps. C'est là que l'analyse devient particulièrement fascinante. Depuis 2025, le Niger a certes rompu ses relations diplomatiques avec l'Algérie, mais il n'a pas rompu ses relations économiques avec elle. Rappelons que les deux pays sont frontaliers, avec des intérêts stratégiques et commerciaux imbriqués. On dit souvent qu'en géopolitique, on choisit entre le désagréable et le désastreux. Autrement dit, entre le moins de mal et le pire. Et là, je pense que le Niger s'est retrouvé dos au mur face à l'Algérie. Pour comprendre cela, il faut analyser les choses froidement. Pour l'heure, le Niger a déjà un épineux problème pour vendre son uranium sur le marché international. Et durant cette visite, le président algérien a dit quelque chose de très important. J'espère que dans les 10 jours qui suivront Ramadan, après Ramadan, la commission mixte pourra se réunir pour
consolider tout ce que vous avez dit et tout ce que nous avons accepté ensemble et passer à la réalisation sur le terrain. Dans un mois, les deux pays vont retravailler sur le projet lié au gazoduc. Les choses sont allées très vite et c'est un détail révélateur. Le Niger a donc fait le choix du désagréable plutôt que du désastreux. Le président nigérien s'est retrouvé dans une position délicate pour maximiser un intérêt stratégique pour son pays. Actuellement, le Burkina Faso n'est pas producteur de pétrole. Le Mali en possède probablement, mais il n'en produit pas encore à une échelle commercialisable. À ce jour, au sein de l'AES, seul le Niger produit et commercialise effectivement du pétrole. Hormis ses voisins sahéliens, le Niger cherche clairement à vendre son pétrole au marché européen. Pour y parvenir, deux grandes initiatives se dessinent. La première passe par le Maroc. Lors d'une visite officielle dans le royaume, le ministre nigérien des Affaires étrangères a lui-même évoqué cette option. Oui, par rapport au gazoduc, c'est à peu près 6000 km. Et il va traverser environ 12 pays. L'avantage du gazoduc, c'est qu'il va permettre de fournir de l'énergie et du gaz à peu près entre 300 et 250-300 millions de personnes. Il va créer de l'emploi et pas seulement. Les autres pays qui sont des futurs producteurs pourront l'utiliser aussi pour exporter leur gaz. Parce que nous, au Niger, pour le moment, on a le gaz, on le lâche en l'air. Parce qu'on n'a pas la capacité de l'emmagasiner. On ne l'utilise pas et avec ce gazoduc, ce serait une occasion pour nous de récupérer ce gaz pour le faire passer par le gazoduc et aller vendre aux Blancs. Au lieu qu'ils viennent les exploiter, cette fois-ci, on va les vendre et ils vont nous payer. L'initiative marocaine est à encourager car elle offre une vision stratégique de long terme et une ouverture vers l'Atlantique et l'Europe. Toutefois, pour que le Niger puisse réellement vendre son pétrole ou son gaz via ce corridor, il faudrait attendre de longues années. Certains estiment au moins 20 ans. Le temps que les installations soient techniquement achevées et pleinement opérationnelles. Or, juste à côté, il y a l'Algérie. Porté à bout de bras par le Maroc, c'est le projet NMGP. Sur le papier, c'est un projet séduisant qui promet d'intégrer toute l'Afrique de l'Ouest. Mais regardez le tracé. Il doit longer toute la côte, traverser les eaux territoriales de 13 pays différents, contourner le Sahara occidental, pour enfin remonter vers l'Espagne. C'est un véritable cauchemar d'ingénierie. On parle de 5600 km de tuyaux, dont une grande partie en offshore sous-marin, ce qui fait exploser les coûts de maintenance. Les experts estiment la facture à plus de 25, voire 30 milliards de dollars. Sans parler du casse-tête juridique, il suffit qu'un seul des 13 pays traversés bloque le passage pour que tout s'arrête. Le temps de construction, 20 ans minimum. Face à cela, il y a l'option terrestre, l'option saharienne portée par l'Algérie. Le fameux TSGP. Son avantage, la brutalité des mathématiques. Il est plus court, environ 4100 km, une ligne droite à travers le continent. Il est 2 fois moins cher, estimé à 13 milliards de dollars. Mais surtout, et c'est l'argument qui tue, il est déjà construit à 70%. L'Algérie peut permettre au Niger de gagner un temps précieux et faciliter le processus avec le Nigeria, qui y trouve également son intérêt. C'est là tout l'enjeu stratégique. Pour Niamey, la question est donc pragmatique. Comment sécuriser des revenus rapidement tout en préparant l'avenir? En géopolitique énergétique, le facteur temps est décisif. Comme vous le constatez, mes chers amis, les intentions du Niger sont très claires. Maintenant, est-ce que cette visite est-elle un acte isolé du Niger ou a-t-elle été réalisée en concertation avec les autres États membres de l'AES? C'est un choix, certes souverain, mais collectif. Pour le comprendre, il faut regarder dans la direction du Burkina Faso. Les 12 et 13 février 2026, une délégation algérienne dirigée par le ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Akab, a effectué une visite de travail au Burkina Faso. À l'issue des échanges, les deux pays ont signé un procès verbal de coopération portant sur les hydrocarbures, l'énergie, les mines et la formation. L'accord prévoit notamment l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers en complément de celui du Niger, le développement du partenariat dans l'électricité, le renforcement des capacités de stockage et la distribution ainsi que l'échange d'expertise entre les deux pays. Maintenant, soyons réalistes. Si c'était une initiative isolée, le Burkina Faso ne l'aurait pas fait également.
Nous sommes dans une alliance à trois. Si deux membres parlent ouvertement et publiquement à un acteur extérieur avec lequel nous avons tous eu des différends, il est difficile de croire que le Mali n'ait pas été informé et que la question n'ait pas été abordée en coulisses. De plus, quelle peut être la position du Mali sur cette question? Je pense que le Mali observe ces rapprochements avec prudence. Je pense que le véritable enjeu pour Bamako sera de tester la sincérité de l'Algérie. Si la normalisation Niamey-Ouaga-Alger se fait durablement, le Mali suivra. Dans le cas contraire, je vous laisse deviner la suite. En définitive, entre pragmatisme économique et impératif géopolitique, le Niger a fait le choix du désagréable plutôt que du désastreux, optant pour une coopération immédiate avec un voisin, avec l'Algérie, tout en poursuivant ses ambitions à long terme avec le corridor marocain. L'objectif est de gagner de l'argent. Le Burkina Faso, par ses accords récents, confirme que cette dynamique n'est pas isolée. Quant au Mali, il observe prudemment et son positionnement futur dépendra de la sincérité, de la durabilité de cette normalisation régionale. Reste à savoir s'il est possible de faire confiance à l'Algérie. C'est un pari extrêmement risqué. Seul le temps nous le dira. Et vous, que pensez-vous de tout ça? C'était Nanou, j'espère vous lire très prochainement. Jere Gabarino